Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos intervenants du jour, nous vous avons préparé pour mieux vous connaître aussi et aussi pour adapter aussi la manière dont sont présentées un peu les choses aujourd'hui en termes de vocabulaire, en termes voilà, de technicité aussi. On a préparé deux ou trois questions qui vont passer très très vite. Je laisse la main à Inès pour lancer la toute première. Donc, la première question, elle vise à mieux vous connaître. C'est important pour Sinov de savoir qui sont les personnes connectées, qui participent au Rex Beam Tour. Et donc, vous avez une première question qui est à quelle catégorie appartenez-vous? Voilà. Donc, architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage, entreprise, service dans le sens conseil, formation, AMO, etc. Vous faites aussi peut-être partie du corps enseignant, vous êtes peut-être formateur ou étudiant. Si c'est le cas, bienvenue, car le Rex Beam Tour, je le rappelle, est ouvert à tous les acteurs de la construction, y compris les futurs talents qui seront à un moment donné dans vos domaines d'activité concernés par le BIM. Les éditeurs aussi sont également concernés et tellement de professions sont impliquées dans votre secteur qu'on a mis cette petite cellule autre un peu pour voilà, permettre à tout le monde de s'y retrouver. Voilà, donc il y a cette première question. On la laisse encore 30 secondes et je te laisse me dire, Inès, si en termes de taux de participation, si je peux On est plutôt me à, pencher sur la deuxième. on est à 50% des personnes qui ont D'accord, répondu. d'accord. On laisse encore, logiquement, vous avez le questionnaire, le premier sondage qui apparaît à l'écran pour, voilà, pour mieux vous connaître. Pour les personnes qui ont déjà répondu, il y a une deuxième question et une troisième qui apparaissent juste en dessous. La deuxième question, elle est toute simple. C'est important pour nous aussi de savoir aujourd'hui, parmi vous, qui est ou pas du tout utilisateur du BIM. Euh, Pas mal de professionnels encore s'interrogent, ont commencé à s'informer, à se former un peu tout seul ou au contraire sont déjà pleinement engagés dans le BIM. C'est important pour la fédération de le savoir pour aussi mesurer un peu le niveau de maturité et d'usage de la profession en matière de BIM. Et c'est un sondage qu'on fait depuis fin 2018 à chaque étape pour aussi prendre le pouls de la profession avec des belles statistiques à la fin, pour mieux, encore une fois, adapter les services et les informations sur ce sujet. J'avance, je commente la troisième question. Donc, si vous êtes encore à la première, prenez votre temps. Si vous avez déjà répondu à la première ou à la deuxième question, on vous demande justement d'estimer votre niveau à vous de maturité aujourd'hui sur le BIM. Vous vous estimez plutôt ou complètement novice sur le sujet et vous venez justement vous en informer pour en savoir un peu plus et pourquoi pas mettre le pied à l'étrier. Vous estimez avoir un niveau plutôt moyen sur le BIM. Hein, voilà, vous en faites déjà, mais vous sentez que vous en avez encore sous le pied, entre guillemets. Vous vous sentez bien avancé sur le BIM. Voilà, vous êtes déjà arrivé à un niveau d'utilisation et de connaissance et d'usage qui vous permet de répondre à pas mal de problématiques BIM et de les accompagner. Ou vous êtes carrément, j'ai utilisé le terme carrément, vous estimez carrément expert sur le BIM. Voilà, ça fait longtemps que vous en faites. Vous faites que ça peut-être hein, dans le cadre de votre activité. Et donc, vous estimez que vous avez plutôt voilà, un niveau expert sur le sujet. Pas de comparaison, pas de jugement dans ces questions, c'est juste pour faire, voilà, pour avoir une vision, prendre le pouls et bien connaître le groupe que vous constituez aujourd'hui. Je vois que des participants nous rejoignent encore. Je vais donc reprendre rapidement les trois questions qui s'affichent à l'écran pour tout le monde et merci d'y répondre. Donc, on vous propose encore pendant allez, 30 petites secondes pour enchaîner ensuite de répondre à ces trois questions. D'abord, à quelle catégorie appartenez-vous parmi les catégories proposées? Ensuite, en glissant, vous avez la deuxième question qui apparaît en scrollant vers le bas. Utilisez-vous le BIM dans votre activité? Oui ou non, tout simplement. Et de manière un peu plus fine, vous estimez-vous, quel niveau estimez-vous avoir? Comment estimez-vous votre niveau de maturité sur le BIM aujourd'hui? Novice, moyen, bien avancé ou expert? Voilà. Encore une dizaine de secondes. Inès, on en est à combien de participants, s'il te plaît? On a plus de 73% de répondants, donc je pense D'accord. qu'on est bon. Sachant que moi, par exemple, je ne réponds pas et toi non plus,
Voilà, on doit être pas loin d'avoir quasiment tout le monde. Allez, je compte jusqu'à 5 dans ma tête et je te propose d'afficher les résultats, Inès. Merci. Alors, on va découvrir ensemble les résultats de ces sondages à l'écran. Alors, 40% des répondants sont des bureaux d'études. Entreprise, alors entreprise, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, peut-être entreprise exé ou artisanale, etc., dans le domaine de la construction du bâtiment. Service conseil. On a des représentants d'écoles ou des étudiants, bienvenue. Je rappelle que c'est une opération financée par l'OPCO Atlas et donc qui est aussi dédiée à sensibiliser et à faire de la vulgarisation vis-à-vis des étudiants et futurs talents de l'ingénierie et du secteur de la construction. On a des représentants de l'édition et d'autres professions. On a une grande majorité de participants aujourd'hui, donc plutôt un public connaisseur du sujet qui utilise le BIM, 80% aujourd'hui, mais quand même 20% qui viennent voilà, certainement en recherche d'informations et peut-être trouver des éléments de réponse. C'est tout l'objectif des REX. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous estimez en majorité plutôt bien avancé ou experts. Donc, on a quand même 60% des participants qui ont un niveau sur le BIM voilà, plutôt mature et 40% qui se disent soit moyen et 20% novices. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si Julien Mercier nous a rejoint. Oui, je suis bien là. Bonjour, bienvenue. On a fait le petit sondage, dont tu as peut-être pu voir les résultats en arrivant. Donc, Oui, on a un groupe voilà, de 80% de personnes qui utilisent le BIM aujourd'hui. Alors, je te présente dans un premier temps. Tu es Julien Mercier, donc tu es vice-président de la Fédération Sinov en charge de l'innovation de la prospective. Et c'est toi un peu le chef de file du BIM pour Sinov. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps le Rex BIM Tour finalement et le sujet du BIM, pourquoi la Fédération Sinov s'y attelle depuis maintenant plusieurs années, et notamment au travers du Rex BIM Tour? Quels sont les enjeux et est-ce que tu as quelques chiffres sur les premières années de Rex BIM Tour, justement, quelques éléments de bilan? Alors, effectivement, le RexBIM a été créé en 2018. Le premier Rex s'est fait à Nancy. Ça a été d'ailleurs un succès. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Les raisons pour lesquelles on a créé le RexBIM, rapidement, le BIM, on en parle depuis, activement, je dirais, depuis 2014, et notamment le plan du PTNB, plan transition bâtiment numérique. Et beaucoup de nos adhérents ne comprenaient pas trop. On trouvait qu'il y avait un décalage entre ce qui était présenté par certaines personnes en termes d'avantages et de possibilités du BIM et les retours opérationnels qu'on avait de nos adhérents. Et voilà. Et on voulait savoir exactement ce qui se passait en région et comment les gens s'appropriaient les sujets de BIM et donc les fameux retours d'expérience, c'est-à-dire de pouvoir partager aussi les difficultés rencontrées, les opportunités. Et donc le RexBIM est parti de ça. Et donc aujourd'hui, on a fait 13 dates. On a traversé la France, on a même les océans. On a été à l'île de la Réunion. 2200 participants, 130 intervenants, 33 REX, 12 tables rondes. Donc aujourd'hui, c'est un véritable succès. Et là, malheureusement, on est obligé de le faire en virtuel, mais j'espère qu'on pourra le faire rapidement en physique. Donc voilà les raisons pour lesquelles on est parti sur le RexBIM. Oui, pardon. Est-ce que du coup, par rapport à ce qui a déjà été fait depuis 2018 et ce qui se prépare, est-ce que la posture et l'ambition de Sinov concernant le Rex BIM Tour évolue un peu depuis 2018, en tout cas en l'occurrence pour le programme qui est lancé cette année? Alors, les choses, effectivement, évoluent. Les 3 dernières années, on va dire que et ça se retrouve bien au niveau des sondages par rapport au niveau d'implication du BIM et du niveau de maturité des acteurs. Les premières années, on voyait que les difficultés rencontrées sur les projets étaient notamment liées aux écarts de maturité entre acteurs, c'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir un architecte, un bureau d'études ou une entreprise qui était plus mature que les autres. Et en fait, ça crée des décalages et donc des dysfonctionnements sur les projets. Et donc, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème notamment de formation
Et tu parlais de l'Opco Atlas, effectivement, c'est un de nos partenaires. Il y en a d'autres, hein. Il y a Autodesk, Allplan, on a pas mal des assurances, etc. On a beaucoup de partenaires. Et donc, effectivement, le sujet de la formation était vraiment le sujet crucial. Et d'ailleurs, on a vite identifié que la problématique du BIM n'était pas tellement liée aux outils logiciels, malgré ce qu'on pouvait entendre, même s'il restait quelques difficultés peut-être sur des échanges, mais plutôt un problème humain lié au manque de maturité et les écarts de maturité. Je dirais qu'aujourd'hui, on a passé un peu ce cap. Alors, même si aujourd'hui, il peut y avoir des projets un peu difficiles, mais globalement, les retours qu'on a, c'est que les gens arrivent à modéliser donc, des maquettes, arrivent à modéliser, à créer des modèles d'information, donc des maquettes numériques pour faire simple. Et donc, l'orientation, c'est plus de parler effectivement de comment on a construit sa maquette ou les difficultés rencontrées. On s'oriente plutôt sur les usages. C'est de dire, maintenant que les gens ont réussi à collaborer et à créer des modèles d'information, donc architecture, structure, et en exécution, etc., c'est de dire quels sont les bénéfices et les usages que je peux en tirer de tout ça. Donc là, cette année, on va travailler beaucoup sur les usages. Donc, j'ai créé des données, structuré des données. Et qu'est-ce que je peux concrètement en faire? Donc, pour des calculs thermiques, pour des calculs de structure, de la 4D, enfin, tout ce qui est possible d'être fait. Donc, ça, c'est un premier sujet. Donc, c'est maintenant, et donc chercher la valeur derrière tout ça, puisque beaucoup de gens disent on passe beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, de formation, et on cherche tous un peu les bénéfices, il faut être honnête, et ils ne sont pas faciles à trouver. Et donc, on recherche aussi effectivement des gens qui ont pu mettre en œuvre des choses qui leur ont fait gagner du temps, qui ont facilité certaines choses, et aussi peut-être des retours qui vont dire ben, on a passé du temps, ça a bien fonctionné, mais globalement, par rapport à ce qu'on faisait auparavant, on n'y trouve pas notre compte. C'est intéressant aussi. Le BIM, pour moi, ne va pas répondre à toutes les problématiques. Il est à prendre aussi avec une certaine intelligence. Donc ça, c'est le point important. Ensuite, on a une deuxième facette, c'est qu'effectivement, on a un écosystème de startups qui s'implante de plus en plus et qui crée effectivement de nouvelles valeurs, de nouveaux usages. Et on va intégrer effectivement des startups au sein du Rex BIM Tour pour qu'elles puissent nous présenter des solutions qui pourraient intéresser effectivement l'ensemble des acteurs de la construction. Donc voilà l'orientation 2021. Merci beaucoup, Julien. On te retrouve à chaque étape quasiment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vous annoncera à la fin de cette étape les prochaines dates en Île-de-France. J'en profite juste pour faire un clin d'œil à Julien Garnier, qui représente Sinov Île-de-France aujourd'hui. Bonjour, Julien. On se parlera à la fin de ce Rex, mais voilà, je voulais te saluer avant qu'on commence. Bonjour. Voilà, et on se verra tout à l'heure pour avoir ton ressenti, un peu tes éléments de conclusion. Très bien. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer. On est tous là pour ça, pour ce fameux retour d'expérience sur une opération menée en BIM. Et avant de passer à la présentation PowerPoint, je vais juste demander à Benoît Géin et à Éric Moisy. Bonjour Benoît. Bonjour, Éric Moisy. Bonjour, Moisan. Moisan, pardon, excusez-moi, j'avais le Y, j'avais le Eric Moisan, ouais. Beau lapsus. Ouais, pas mal. Est-ce que Benoît, avant qu'on entre dans le vif du sujet, Eric, est-ce que Benoît, tu peux juste te présenter en quelques secondes? Donc moi, je suis membre de Sinov depuis de nombreuses années. Je participe aussi au groupe de travail avec Julien. Et j'ai créé mon bureau d'études en 2005. Un bureau d'études initialement électricité et énergie renouvelable. Et avec le temps, on s'est un peu développé. On est amené à faire du tout fluide aussi de temps en temps. On est surtout électricité et énergie renouvelable. Et on est basé à Argenteuil. D'accord. Éric Moisan, pardon encore. Est-ce que vous pouvez Oui, pardon Benoît, vas-y, continue. Et je disais que on est intéressé au BIM depuis, on va dire, depuis au moins 5 ans. Quoi. D'accord, merci. On va voir ça dans quelques secondes très concrètement. Éric Moisan, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi, je suis chef de groupe chez Satellec, une entreprise du groupe Faya, et j'ai réalisé les lots CFO, CFA pour l'hôpital Henri Mondor avec Benoît Géin de Phaseo. Merci beaucoup pour la transition. Ça m'amène directement à lancer justement la présentation. Donc, on va parler en effet aujourd'hui avec vous d'un programme d'extension, d'un CHU, d'un centre hospitalier, donc Henri Mondor à Créteil. C'est ça qui a été cette extension pilotée en BIM. Alors, avant de nous expliquer comment ça s'est passé, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations clés sur cette opération
que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors, ça a été la construction d'un nouveau bâtiment qui regroupait, on va dire, tous les équipements techniques d'un hôpital, aussi bien les blocs que les chambres de réanimation, les chambres de soins continus. Donc, c'est un projet qui a démarré en juillet 2018, qui comprend 21 blocs opératoires, 80 chambres, et qui a été livré le 17 décembre, qui coûtait 56 millions d'euros. Une part CFO-CFA de 6 millions d'euros et qui a été livré en anticipé le 6 avril 2020 suite à la première vague Covid. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'ai oublié de rappeler aux personnes qui sont arrivées quasiment proche du début, c'est que vous pouvez poser vos questions pour l'instant dans le chat, dans l'onglet discussion, la petite bulle en bas de votre écran dans Zoom. Ces questions-là, on les abordera à la fin de la présentation avec tous nos intervenants. Merci. Donc, on comprend bien de quelle opération il s'agit. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps pourquoi le BIM a été utilisé, le BIM et les données, Julien a bien insisté, Julien Mercier, sur l'importance qu'on donnait à l'usage et à l'usage des données dans chaque programme qu'on présentera. Pourquoi avoir utilisé le BIM pour ce projet d'extension? Alors, en fait, le BIM, il est arrivé… Là, je vous laisse le soin, Benoît et Eric, de vous répartir la parole. Eric peut le souligner. Ce qu'on a indiqué, c'était une demande de conception-réalisation qui a été établi par un groupement Rabot du Tilleul, on est d'accord, Eric? Oui, c'était Rabot du Tilleul, Saunier et WSP. C'était ça, c'est eux qui ont gagné le concours de conception-réalisation. Voilà, ils l'ont présenté en BIM et bon, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont été retenus? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont été retenus par cette présentation en BIM. D'accord. Faites-moi signe quand je peux avancer dans la présentation. Là, je peux avancer? Oui, tout à fait, oui. Alors, voilà. Alors, une deuxième explication, donc une des raisons pour lesquelles le BIM a été souhaité, c'est ça? Oui. Là, on voit le bâtiment, on va dire, en amont avant qu'on intervienne sur le sujet. D'ailleurs, je vais juste faire une petite remarque. Avec moi, pour présenter cette maquette, si vous voyez, il y a Rémi Orven qui est responsable du projet chez Phaseo et qui était le pilote de ce projet BIM, donc qui chapeautait tous les lots. Et Clovis Géin, qui était en fait le facilitateur BIM, est plutôt responsable énergie. Ça fait qu'il y a plusieurs intervenants en amont, mais même si il y a des modeleurs dessus, il y avait quand même quelqu'un qui dirigeait les opérations. Si on passe sur la slide. On pourra peut-être s'appuyer sur leurs compétences respectives aux questions tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, mais comme on l'évoquait, le BIM, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, comme le disait Julien, des startups et autres, mais nous en interne aussi, on développe des choses. Et quand il nous manque un élément, le fait qu'il y ait un facilitateur dans l'équipe, ça permet de chercher des petites astuces qui pourraient nous faire gagner du temps. Et si on, là, on peut regarder la présentation, alors, la slide suivante. Ouais. Voilà. Bon, qui a été modélisé, on voit même des ombres avec des lumières, mais ça, c'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, c'est que, étant donné le plan d'urbanisme du site, c'est les infos, Eric me coupera ou Rémi Orven, si je dis des bêtises, en fait, il y avait une hauteur qu'on ne devait pas dépasser et il a fallu mettre le maximum d'éléments dans les faux plafonds. Et dans un hôpital, il y a beaucoup de monde, en fait. Donc, le fait de l'avoir fait en BIM, c'était un gain de temps énorme. Très bien. N'hésitez pas à compléter, Eric, si vous souhaitez. À ce stade, j'avance. Allez-y, allez-y. Je dois revenir en… Ouais. Alors, les clashs, les fameux clashs. Voilà. Voilà, on a un exemple de la maquette. On voit une petite vidéo. Il y a un conduit qui tape directement dans un chemin de câble. Vous allez le voir. Voilà, il y a une indication. Avec ce genre de petits détails, tout de suite, on sait ce qui ne va pas. On y trouve une solution que l'on propose en réunion de synthèse. Et puis, normalement, sur le chantier, on n'a plus ce genre de problème. D'accord. Vous nous expliquerez dans un second temps, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comment finalement vous en êtes arrivé grâce à la maquette, grâce aux données. Oui.
Ah bah justement, le comment. Alors, si vous souhaitiez encore commenter la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ok. Non, non, mais là, la vidéo, c'était juste pour montrer que les clashs étaient vraiment Ouais, dans la maquette, parce que chacun monte son métier, enfin ses outils avec ses paramètres, les gaines pour la clim, les chemins de câble pour l'électricien, et puis on n'est pas forcément dans la même réflexion. Donc après, le fait de collaborer et puis de très bien. mutualiser les maquettes, c'est là que l'on discute et qu'on échange. D'accord. Alors, comment ça s'est passé finalement, avant de nous expliquer ce qui a plus ou moins bien fonctionné, mais aussi et surtout, on l'entendait tout à l'heure avec Julien, quel usage et de la donnée, hein, pour aboutir à ce résultat. Et donc, dans un premier temps, comment ça s'est passé? En fait, comme l'a dit Rémi, puisque c'était surtout Rémi Orvon qui était sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, on se réfère en général à une charte BIM qui doit être réfléchie, étudiée pour que tout le monde suive une étude commune. Bon, là, il s'avère que, bon, elle était légère, ça nous donne de l'espace et de la liberté, on va dire ça comme ça, mais le désavantage, c'est qu'on est plutôt dans la réflexion et tout le monde n'est pas à la même égalité, on va dire ça comme ça. Donc, En cette matière charte, elle était assez light. oui, en matière de compréhension des objectifs, des enjeux, de ce qu'on attend de la maquette et des données, c'est ça? Voilà, exactement. Ça fait D'accord. qu'elle n'était pas forcément exploitée pour qu'on puisse l'utiliser correctement en maintenance. Les objets, on ne savait pas quel niveau de détail on devait apporter. Bon, maintenant, avec le temps, on apprend et on progresse tous, hein. On sait très bien qu'un objet, il faut savoir en amont ce que l'on va y mettre et ce que l'on va donner à la fin quand on rend la maquette. Il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus, parce qu'après, sinon la maquette, elle est trop lourde. Enfin, voilà. Mais il faut qu'il y ait des éléments suffisants pour que la maintenance l'exploite. D'accord. Et donc, dans un second temps, ce que je vois à l'écran, ce que nous voyons tous à l'écran, Dans ce second temps, on est reparti sur la maquette initiale de Rabot du Tilleul et en fait, on a tout refait. On a d'accord. tout refait, ça nous a permis de mettre nos objets et de revoir ce qu'on devait y mettre. Donc, on D'accord. est quasiment reparti de zéro. Un commentaire, Eric, sur Non, non. cette première partie sur le comment? D'accord. Donc, Et pour une le maquette rappeler, qui a été donc nous, refaite. on s'occupait du courant fort, du courant faible et de la SSI, enfin tous les éléments courant fort, courant faible. D'accord. Pour Alors, la mise en œuvre, bon, Rémi me coupera si je dis encore des bêtises, mais on était parti sur un certain découpage de maquettes ou création de maquettes. Là, en l'occurrence, on pourrait très bien mettre tout dans une seule maquette, mais on était, avec le temps serré, on a été jusqu'à 4, 5, voire 6, 7 personnes à travailler sur la même maquette. Donc, de temps en temps, ça pouvait être compliqué, parce que voilà, c'est pas forcément évident. Donc, on avait scindé la maquette initialement en 4 maquettes. Courant fort réseau, courant faible réseau, réservation, terminaux courant fort, terminaux courant faible. On a pu mutualiser ça après en 4 maquettes, donc ça nous a fait réduire du temps. Et on a pu séparer les maquettes pour que les uns et les autres puissent avancer correctement sur les maquettes respectives. On fusionnait à un moment où. d'accord. Juste, ouais, une question, Benoît. Vous disiez tout à l'heure une maquette partagée entre les différents intervenants. Ce qui est intéressant, peut-être pour faire le lien avec l'usage de la donnée, quel profil finalement d'intervenants sur cette opération ont utilisé, voire même nourri cette maquette, si c'est le cas, et pour faire quoi finalement, globalement, par grand profil d'intervenants? Les intervenants, on a toujours un chargé de projet, en l'occurrence Rémi, qui chapeautait les maquettes et on avait un responsable pour le courant fort, un responsable pour le courant faible et un autre pour le SSI. Et lui, il avait des modeleurs avec eux. D'accord. Et parmi les autres intervenants de l'opération, par exemple, qui étaient les autres intervenants? Est-ce que vous collaboriez? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on faisait notre avancement sur nos maquettes, on les nettoyait, on les mettait à jour et on déposait notre maquette et tous les éléments de la maquette sur la GED. Ça fait que les uns et les autres pouvaient mutualiser les maquettes des autres lots, quoi, on va dire ça comme ça, qui permettait de faire une synthèse affinée. Ça fait qu'on ne travaillait pas en direct avec la maquette de la clim, par exemple. On la mettait à jour une fois par semaine pour éviter de passer du temps, mais c'est pour ça que comme la slide que l'on voit, chaque semaine, on essaie d'utiliser cette méthode. D'accord. Et pour vous, chez Satellec, Eric, quel niveau finalement d'usage
et quel usage de cette maquette, au-delà de ce que pouvait évidemment faire Phaseo, vos besoins et vous, et vos usages de cette maquette, quels étaient-ils? En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'avancement de la synthèse. C'est la superposition de toutes les couches, la gestion des clashs et au final, avancer beaucoup plus vite que lorsqu'on fait une synthèse classique papier. Et après, l'avantage de la maquette, c'est aussi à la phase d'exé, donc avec par contre des gens d'exé, on va dire un petit peu formés au BIM, c'est de sur site se rendre compte en fait de ce qu'ils vont rencontrer comme difficulté. Et ça rend la pose après beaucoup plus facile et c'est un gain de temps aussi sur chantier. D'accord. On est déjà un petit peu sur les bénéfices là, mais merci, ça clarifie aussi les choses. Alors, voilà, alors comment, c'est aussi avec quelle solution, hein, Julien Mercier évoquait tout à l'heure le côté technique qui était parfois perçu comme un frein. Du coup, quelle solution avez-vous utilisée? Et est-ce que vous pouvez nous préciser finalement, quand j'utilise Revit, à quoi ça m'a servi? Quand j'utilise Caneco, pourquoi? Bon, moi, je peux donner, enfin, par rapport à Revit, c'est sûr que c'est un logiciel assez complet. Quand on gratte un peu et qu'on cherche un peu, il y a beaucoup de paramètres qui sont vraiment intéressants. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'utiliser des logiciels complémentaires métiers, mais il faut pouvoir s'en détacher aussi. J'en parlerai après, mais on va dire Revit, c'est la base pour notre présentation graphique, mais on est quand même des électriciens, il faut qu'on ait des données techniques et justes. D'accord. En l'occurrence, on passe par Caneco. Caneco, donc, c'est un Caneco, logiciel c'est un logiciel de dimensionnement d'armoire, de section de câbles, pour avoir des bons câbles et qu'on puisse dimensionner, nous, derrière, les chemins de câbles qui seront adaptés pour recevoir tous ces câbles. Parce que si on fait du mauvais dimensionnement, et on n'a pas les échanges, ouais. Pardon. Mais l'échange entre Revit et Caneco progresse, on va dire ça comme ça, parce que maintenant, Caneco a même des options pour travailler sur le BIM. Il y a encore des choses qui sont améliorées, mais ça progresse. Très bien. Donc voilà, c'est les deux logiciels principaux. Alors, quelques images. Bon, voilà, c'est quelques images du chantier, parce qu'on a que des Alors, images. finalement, Revit, ouais. On voit les gaines, hein, on imagine déjà les plafonds qui se préparent. Exactement. N'hésitez pas à les commenter, hein, surtout. Bah là, comme vous le voyez, les chemins de câbles, ils sont listés, il n'y a pas de faux plafond, il n'y a rien, mais il y a quand même du monde. Et le fait d'avoir fait tout ça en 3D, bon, avant, on le faisait en 2D sur AutoCAD, on s'en sortait à peu près. Mais là, franchement, c'est quand même assez idéal. Moi, je trouve que le BIM, rien que pour la synthèse, on a tout gagné. D'accord. Tout le monde en bénéficie hein, au niveau de la synthèse, au niveau donc, du délai qu'on passe à la synthèse. Le gros œuvre aussi, c'est intéressant pour lui. Et ça veut dire que son ouvrage, ses réservations, elles sont bien dimensionnées, elles sont bien positionnées. Et en gros œuvre, on a beaucoup moins de reprises en cours de chantier grâce au BIM. Moi, une chose qui est importante, bon, normalement, notre bureau d'études, on n'est pas censé faire forcément de l'exécution. On est beaucoup en maîtrise d'œuvre initialement, de conception, et que ce soit en BIM ou en traditionnel, mais le fait de travailler en exécution en BIM, ça nous permet aussi d'être plus concret et réaliste sur ce qu'on peut préconiser en maîtrise d'œuvre. Donc, c'est quand même un gain non négligeable qui permet aux équipes d'être sensibles aux entreprises qui devront exécuter ce que l'on a créé, entre guillemets. Et le BIM, c'est vraiment un outil. D'accord. On reviendra peut-être tout à l'heure. Pardon? On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette notion de gain. Plein d'atouts, beaucoup d'atouts pour éviter les problèmes de chantier futur, enfin les problèmes de construction, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Ouais. On a juste mis quelques photos de travail fini et réalisé. Oui, c'est le rendu fini, oui, effectivement. Voilà. Et la maquette qui paraît laborieuse, mais bon, ce que l'on voit, c'est le micro-queue, hein, vous avez bien compris. Ouais. Très bien.
Alors, on va entrer sur une phase importante maintenant, de ce Rex Beam Tour, hein, de cette étape. C'est justement l'ADN du Rex Beam Tour, c'est le fameux retour d'expérience. Donc là, je compte sur vous pour nous expliquer un peu plus en détail, nous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui a bien fonctionné, aussi nous aider aussi à prendre de la hauteur finalement sur cette opération et peut-être aussi au-delà. Vous l'avez prévu, on avait préparé quelques éléments ensemble, mais à nous aider aussi à prendre de la hauteur sur les données finalement qui ont été injectées ou celles qui seront encore injectées demain. Déjà, cette maquette, est-ce qu'elle va continuer à être utilisée maintenant en phase d'exploitation maintenant? C'est finalement qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Évidemment, ça nous intéresse en termes de REX, mais aussi voilà, par rapport aux spécificités de ce programme, demain, aujourd'hui, quels autres usages potentiels des données. Mais partons de la première question. Qu'est-ce qui a été fondamental finalement dans cette opération pour que le BIM se passe bien, ou qu'est-ce qui a fait que le BIM parfois a pu bloquer? Je vais commencer, peut-être qu'Eric suivra derrière. Pour cette opération, parce qu'on en a fait quand même plusieurs d'opérations en BIM, en exécution pour Satellec ou d'autres clients, ce qui s'est bien passé, c'est qu'il y a eu une bonne entente entre l'entreprise et le bureau d'études, et d'intégrer qu'on ne peut pas commencer une exécution en BIM si on n'a pas déjà réfléchi au matériel qu'on allait installer, comment on allait s'orienter sur le chantier, et qu'on ne nous fasse pas des choses urgentes qui ne le sont pas forcément, qu'il y a une compréhension entre l'entreprise et le bureau d'études. On ne passe pas du temps sur des choses qui ne sont pas utiles dans un temps donné. Voilà, c'est pour ça que la cohésion et la compréhension entre l'entreprise et le bureau d'études était très importante. Un autre sujet qui est vraiment très important, c'est que tout le monde utilise le BIM, parce que encore beaucoup actuellement, sur des maquettes BIM, on va mettre de l'AutoCAD, par exemple, pour mettre les cloisons. On va mettre de l'AutoCAD pour implanter du matériel de plomberie, par exemple. Et là, c'est l'enfer. Ça fait qu'on est obligé de récupérer, même pour la synthèse, de faire récupérer des plans AutoCAD issus de la maquette. Donc là, tout l'intérêt du BIM, c'est par terre, et on fait 2 fois, 3 fois le travail. Et c'est pour ça que on a vraiment galéré pour certains projets, parce que tout le monde n'était pas forcément sur le BIM. Et là, ce n'était pas le cas. Un commentaire aussi, Eric? Effectivement, c'est tous les acteurs, alors que ce soit la CVC, la plomberie, les fluides médicaux, enfin, il y a beaucoup de réseaux, tout ça était sur le BIM. Donc, ça a très, très bien fonctionné. On a gagné pas mal de temps en synthèse, hein, comme on a dit précédemment. Après, ce qui est délicat, c'est pour nous, entreprises, c'est souvent de figer les matériels qu'on va installer au moment de la réalisation du BIM. Donc, on peut dire que c'est un petit souci, parce que nous, on négocie nos achats, voilà, des fois on variante des luminaires, ou on fait d'autres choix de luminaires, vous avez des décisions d'architecte. Et c'est vrai que quelquefois, ça implique de repasser un peu plus de temps sur les implantations des équipements, et de repasser du temps donc sur le BIM avec des nouvelles codes de matériel et des nouvelles implantations. Oui, ça veut dire que vous avez des gammes quelque part de produits, de matériel que vous achetez et qui ne sont pas forcément ceux qui sont finalement retenus, où ça évolue. Et du coup, ça nécessite de recodifier, c'est ça, les éléments dans la maquette? Oui, tout à fait. Ça veut dire que sur la maquette, il faut remettre la bonne dimension de l'équipement, pour peu qu'il ait un petit peu changé de dimension. Il est nécessaire de repasser sur la maquette, puisque la maquette, elle comprend tous les équipements, hein, les luminaires, les tableaux électriques, les dimensions. Donc, pour peu qu'on change, il faut le changer. C'est pour ça que le travail collaboratif… Je vois quelques points, oui. Le travail collaboratif avec le BIM, puisque chacun amène son grain de sel sur un bâtiment. Par exemple, on évoquait les luminaires. Si nous, on implante et puis change les luminaires, les gaines sont implantées à un endroit précis, puis qu'on doit mettre des luminaires avec des caractéristiques moins performantes, on en met plus, par exemple. On les implante autrement, ça va tomber dans les gaines clean ou les sorties. Ça peut être riche de conséquences, mais avec le BIM, avec l'attrait aussi de l'interférence des uns et des autres, on peut gagner aussi du temps. Ça fait que quelque chose qui aurait été très laborieux il y a quelques années
avec de la méthode et un peu d'organisation et de l'échange collaboratif, il y a moyen de trouver des solutions. D'accord. Alors, je vois 3 points positifs que vous avez précisés. Est-ce qu'on peut les aborder? Oui. Moins de réservations inutiles, étant donné que les réseaux sont bien dimensionnés, bien implantés. Ce que je disais, ça permet de faire des réservations au niveau du gros œuvre qui sont bonnes. C'est-à-dire que généralement, c'est à la bonne dimension. Généralement, on n'en a pas oublié. Quand vous ne faites pas de BIM, la plupart du temps, soit vous avez un problème avec une poutre, avec un carottage qui manque, et vous pouvez perdre du temps et pour des raisons de synthèse ou d'études qui sont mal faites, ou de choses qu'on ne voit pas sur des études classiques, quoi. Alors, j'allais poser une question, mais du coup, le deuxième point, il répond un peu, mais vous disiez donc du gain finalement en temps, certainement aussi du coup en argent, mais est-ce que ça nécessite plus d'investissement au démarrage? Je dis bien le mot investissement, hein, ou plus de coûts. C'est un des freins parfois exposés par ou une des craintes finalement des professionnels vis-à-vis du BIM, c'est le coût que ça représente, hein, en termes de formation, en termes de temps, d'achat de matériel, de logiciels, etc. Et là, ce que je vois dans le point 2, c'est pas de modification du gros œuvre de la structure pendant les 2 ans d'exécution. Ça a des impacts, ça, en termes de rentabilité, d'efficacité? Oui, pour le gros œuvre, ça a des impacts. Et c'est Rabot Dutiel, de toute façon, maintenant, ne fait que du BIM sur ses projets au niveau gros œuvre. Pour en avoir discuté avec eux, ils investissent effectivement dès le départ sur du BIM, mais après, dans le déroulement de leur projet, ils s'y retrouvent. En fait, ils s'y retrouvent, ils ont beaucoup moins de modifications, c'est beaucoup plus facilement planifiable et en fait, ils ont une visualisation de leur projet qui leur permet d'être plus efficace, quoi. D'accord. Très peu de clash à gérer en chantier. Même question, une question un peu similaire. Est-ce que ça vaut plus le coup d'investir dans le BIM ou de régler les clashs une fois qu'on les constate concrètement sur le terrain? Ça vaut plus le coup d'investir dans le BIM pour moi, parce qu'un clash sur le D'accord. terrain, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le régler la plupart du temps, en phase D'accord. exé. Ok, ça marche. Je suis d'accord. Ok. J'avance dans la présentation, hein. Quelques points de vigilance que vous souhaitiez nous partager, puis après on partagera ensemble une synthèse et on essaiera de se projeter un petit peu plus loin dans l'usage du BIM. Allez-y. Bon, j'y vais, Eric. Oui, vas-y. Bon, les points de vigilance, tout ça, c'est bien des éléments que m'ont rapporté mon équipe et principalement Rémi Orven qui s'occupe de toute la partie BIM chez nous. Mais les logiciels métiers, j'ai vu dans les questions vite fait voir passer 2-3 petites choses. C'est complémentaire, ça peut être très intéressant, mais c'est pas toujours utile et c'est pour certains parfois à éviter. Ça peut être le frein de développement de certaines entreprises ou bureaux d'études parce que on veut par facilité s'aider d'outils complexes qui paraissent complexes. Et quand on gratte un peu dans Revit, on a souvent les éléments qui sont proposés dans les aides métiers, on va dire ça comme dans les logiciels métiers. Et après, pour se retirer de certains logiciels, c'est la croix et la bannière. Et puis il y a des comportements de certains fournisseurs qui sont inacceptables. Là, je peux en parler plus dans le détail, mais je ne le ferai pas. Et il faut qu'on reste libre dans nos outils, dans nos logiciels, parce que sinon, c'est un frein pour tout le monde si on est marié à vie avec un logiciel. Et d'accord. Alors, des logiciels comme Caneco, en l'occurrence, que je l'utilise depuis plus de 15 ans, tous les ans, ils me proposent une nouvelle mise à jour. Je suis d'accord, je le prends. Je ne suis pas d'accord, j'arrête. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui commencent, pour ça qu'on a évoqué des startups, Julien le disait, c'est vrai qu'il y a des startups qui sont créées pour créer des applications, des compléments, des petites choses, des petites aides, des petites astuces, très bien, qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet gratuitement. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Et certaines startups, elles deviennent intéressantes, elles sont rachetées par des plus grands groupes et après, c'est la croix et la bannière, c'est plus l'intérêt premier. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord. On a vraiment dit qu'on balance personne, hein, on balance personne, mais il fallait que ça sorte, hein, j'ai bien compris, il fallait que ça sorte. Voilà. Alors du coup, je vois le deuxième point concerne la charte BIM finalement. Voilà, il est important de bien la cadrer. Alors c'est quoi la charte BIM? Dites-le pour les 20% qui ne font pas de BIM aujourd'hui. La charte BIM, c'est un cadre.
C'est une convention qui permettra à chacun d'utiliser les bons outils, les bons objets, que l'on ait des règles de Un même langage aussi, nomenclature. c'est ça? Comment? Un même langage aussi, c'est ça? Voilà, un même langage, et puis qu'on sache qui fait quoi, et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à la maintenance, qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'on va prévoir une 4D? Est-ce qu'on va prévoir le planning dedans ou pas? Bon, ça implique beaucoup Alors, de dans le choses, cas hein, ça, je présent, le dis comme ça. dans le cas présent, ça s'est passé comment? La charte, Là, non? on l'évoquait 2 slides avant, la charte, elle était résumée sur 13 pages. Donc, c'était très light. Donc, c'est bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre. Ça donne beaucoup de liberté, mais bon, on est tous en train d'évoluer dans le BIM depuis 5 ans. Voilà, ça nous donne une marge, mais c'est quand même bien d'avoir des cadres et que tout le monde suive ces cadres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne fasse pas rentrer de l'AutoCAD dans les maquettes, que ce soit cadré et plus c'est cadré, plus on va pouvoir l'exploiter derrière. Donc la charte BIM, D'accord. primordiale. Alors, plus qu'un conseil, plus qu'un point de vigilance, là, c'est un conseil que vous souhaitiez partager. Alors, Eric ou Benoît, sur le temps nécessaire. Bah, je pense, Benoît, vas-y. Hein, Bah, le temps nécessaire, en général, la charte BIM, elle est faite, elle est prévue en amont. Quand, éventuellement, on la diffuse à l'entreprise. Quand on répond au cahier des charges du CCTP, on a un élément qui va nous évoquer ce qui est attendu dans la maquette. Alors, on parle aussi de management quand on parle du BIM. Hein. On parle beaucoup de maquettes depuis tout à l'heure, tout ça. C'est un processus. Hein. Julien évoquait les impacts plus souvent humains finalement que techniques sur ce type de projet. Donc, au niveau de la participation, au niveau du management de projet, quels sont vos conseils et comment ça s'est passé finalement sur cette opération en termes de collaboration? C'est vraiment le bon mot, c'est plutôt le côté collaboratif. Le côté collaboratif, en fait, on avait un responsable BIM qui était chez Rabot du Tilleul, c'est ça? Je crois de mémoire, Rémi me dira si je me dis une bêtise. Et c'était lui qui coordonnait, qui donnait les guides à chacun, on va dire ça comme ça, et qui orientait l'attente et les représentations pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi cette personne qui fixait les règles en termes d'utilisation, de format, de codification des données, pour revenir sur la notion de données? Ça, je ne sais pas si c'était dans cet esprit-là. Rémi peut intervenir sur le sujet. Mais oui, c'était ça. Hein. C'était Rabot du Tilleul qui fixait un peu les formats, comment on nommait comment on nommait les maquettes, comment on nommait les vues, comment on nommait les familles, tout ce qui n'était pas en fait dans la charte BIM, on l'a ajouté en se mettant tous autour d'une table et d'un commun accord, parce que tout le monde connaissait bien le BIM. Voilà, donc on était tous sur Revit, donc forcément, depuis un certain temps en plus. Donc, on s'est tous mis d'accord, tout le monde était de bonne volonté, donc ça s'est passé relativement vite et assez simplement au final. D'accord. Merci Rémi. Je vois qu'on parle de la maîtrise d'ouvrage, du donneur d'ordre, c'est ça? Alors, quel est votre conseil? Quels sont vos points de vigilance par rapport aussi à la relation avec le donneur d'ordre et son rôle aussi, éventuellement son impact sur la réussite ou sur les freins ou les difficultés dans un projet BIM? Bah, c'est bien que ce donneur d'ordre ça intègre le BIM parce qu'il faut qu'on s'y mette de toute manière, mais il faut qu'il soit aussi impliqué, qu'il soit conscient du travail fourni et qu'il soit impliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de donneurs d'ordre qui mettent le BIM dans leur commande, dans leur cahier des charges, dans leur consultation, et voilà, sans forcément bien objectiver leurs attentes, leurs besoins, et ensuite suivre avec vous l'utilisation de ces maquettes et de ces données? Ce qu'il y a, c'est que certains peuvent demander peut-être trop sur des maquettes, et on n'a pas besoin de donner trop d'éléments, et ça, c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont. Quand on donne nos maquettes à l'ordre des DOE, par exemple, il peut y avoir des éléments qui sont demandés et qui sont inutiles. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer les demandes et les besoins réels en bout de ligne. D'accord, très bien. Ok, j'avance. Alors, oui.
Parce je vois qu'on a pas mal de questions hein, qui s'accumulent dans le chat et très Ouais, on va intéressantes. essayer d'y répondre. C'est pour ça qu'on essaie d'aller plus Alors, vite pour là et puis on en répondra. synthèse, et je vous invite de le faire à deux voix. Oui, bah là, c'est vrai, on évoquait qu'à l'avenir, peut-être, et c'est ce que il y en a certainement qui le font, hein, parce que je l'ai vu faire, aller sur le chantier, et travailler directement avec la maquette sur des tablettes, ça permet de voir pour les monteurs ce qui a été fait, et ça peut être fait, changer depuis nos bureaux, et 10 minutes après, ils ont même pas un instant T, ils ont les nouvelles implantations des conduits, des corrections de clash et autres. Mais ça, c'est encore une méthodologie qui est à améliorer. C'est pour ça que sur le chantier, on extrayait des 3D sur les plans pour faciliter aux monteurs la compréhension de certains chemins de câble, par exemple. Ce que je comprends, ça veut dire que ce n'est pas encore le BIM utilisé encore comme un outil de terrain assez connecté. Voilà, ça commence peut-être pour les bureaux d'études, pour vérifier les avancements et autres, mais pour les monteurs, ce n'est pas ça encore. Non, en exécution, ce n'est pas dans les mœurs après d'avoir une tablette et de savoir naviguer sur une interface et de construire de cette façon. Donc, il y a encore voilà. Dans le futur, on n'aura plus de papier, on pourra utiliser ça, des maquettes, des tablettes solides, et puis en instant zéro, on aura vraiment la dernière version des plans. C'est ça aussi qui est important. Mais je sais qu'on n'y est pas encore. D'accord. Aussi une petite chose. Alors, un investissement important pour Phaseo, c'est ça? Pardon. Donc, vous allez parler du point 2? Là, j'allais parler du point 2. Allez. Ouais. Et Eric, vous souhaitiez rebondir aussi. Eric, allez-y. Non, mais je souhaitais dire qu'effectivement, les gens de terrain doivent être formés à l'utilisation de ces nouveaux outils. Bon, ça va venir, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Voilà. C'est tout. C'est tout. Moi, je voulais juste dire que s'engager dans le BIM, ça implique beaucoup de choses. Nous, on a vraiment investi beaucoup, aussi grâce au CIDOF, parce qu'on a commencé à travailler avec le CIDOF sur avec le PTNB pour des projets, enfin, donc des choses intéressantes. Mais donc, on est dessus depuis 2015. On a engagé beaucoup de frais, de formation, d'adaptation, de matériel, de logiciels qu'on n'utilise pas, mais qu'on nous fait payer. Enfin bref, de plein de choses. Donc, c'est un investissement qui est très lourd, mais vraiment, pour l'intérêt des projeteurs ou des techniciens ou des ingénieurs, de travailler sur quelque chose de nouveau, c'est quand même sympa. C'est dire que le traditionnel, même dans nos métiers, on peut être amené à faire des choses nouvelles, même si on fait toujours de l'électricité, on passe toujours des chemins de câbles, mais dans la conception. On perd un peu Benoît. Donc pendant ce temps-là, je vous propose peut-être, Eric, le temps que Benoît, le problème de connexion de Benoît se résolve, évoquer la notion de planning éventuellement, Eric, avec nous. Je pense que oui. Benoît est revenu. Continuez, Eric, c'est pas grave, allez-y. Effectivement, je pense qu'on peut, moi c'est une idée, mais on peut faire du planning directement avec le maquettage, puisque nous, dans notre métier, quand on fait du BIM, on déclare tous les objets, donc tous nos matériels, et avec des tables, on connaît notre temps de pause, on connaît, voilà, on sait combien de temps on va mettre à poser un équipement. Donc, ça peut permettre aussi de faire du planning avec le BIM et avec une maquette BIM. Mais je crois que ça existe déjà un petit peu. Oui. Donc, c'est la gestion de la 4D. Ça veut dire que ça fonctionne. D'accord. De la 4D? Oui. Bon, ça marche, hein, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à voir. La 4D en BIM, pour moi, c'est très abstrait, ça. Ouais. Eh ben, c'est intégrer. Pour moi, c'est très abstrait, la 4D. C'est intégrer le temps. D'accord, c'est ça. Okay. Le planning, en fait. D'accord. Je revenais sur l'investissement qui était lourd, si j'ai été coupé. Ouais. Oui. L'investissement est lourd, mais franchement, ça en vaut le prix. C'est vraiment intéressant pour une équipe de revoir un peu notre façon de penser et d'étudier les projets. Là, en l'occurrence, on est en exécution, mais en conception, c'est pareil. Une autre petite remarque, bon, ça c'est. Alors, rapidement sur. Ouais.
la dernière remarque, c'était, bon, ça progresse de toute manière, hein. Il y a plusieurs objets qui sont plus adaptables et qui sont avec des éléments intéressants. C'est de pouvoir, quand on clique sur un objet, avoir toutes les données techniques de cet objet-là, avec des choses que l'on peut cacher ou ne pas cacher. Mais là, ça progresse, c'est quand même des choses qui se font maintenant. D'intégrer aussi la D'accord, durée très de bien. vie des matériaux, ça peut être bien. D'accord. Donc, on peut ajouter des notions, moi, ce que je retiens, des notions de temps dans la définition Oui. des objets, etc. En vue aussi, notamment, pour demain, de la durée de vie, c'est ça, et de l'exploitation maintenance, éventuellement? Exactement. D'accord. Ouais. D'accord. OK. Ah, c'est intéressant. OK. Alors là, vous nous avez préparé. Alors, si vous le souhaitez, on va, à moins que vous souhaitiez apporter un dernier complément, Eric, avant qu'on passe aux questions-réponses, mais vous nous avez préparé quelques petits hashtags à l'écran pour les personnes qui souhaiteraient et qui disposent d'un scanner hashtag sur leur téléphone, scanner les écrans. N'hésitez pas à vous promener un petit peu pour visualiser les étages proposés par nos deux intervenants aujourd'hui. Merci, c'est sympa. C'est la première fois qu'on nous l'a fait sur un RexBeam Tour en distanciel. C'est un RexBeam Zoom augmenté. Merci beaucoup. Donc, je laisse encore 5 secondes cet écran. Je sais qu'il y en a d'autres après. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Inès, comment souhaites-tu procéder? Est-ce que tu souhaites que je les parcours ou est-ce que tu souhaites nous faire état un peu des questions qui ont été posées depuis le début? Comment souhaites-tu qu'on procède? Sinon, on avait encore 2 slides mais bon. Ah, pardon. Oui, mais voilà, j'allais les mettre après. Je laissais le temps aux gens de scanner, hein. Je vais me promener un peu dessus. Ah, ok. Voilà, on est sur les questions-réponses. Alors, je les- laisse ça un les petit peu à l'écran, mais ouais. Les Vas-y, questions, Inès. Arnaud, elles sont à peu près toutes à la fin, donc vas-y. D'accord. Ouais, je sais qu'il y en a eu aussi dès le début, hein, mais du coup, je vais remonter un petit peu le fil. La première Sur question, il y a une personne qui a répondu directement. D'accord. Ah oui, mais le but des questions-réponses et des Rex, c'est de partager. Donc, une personne a demandé sur quelle plateforme collaborative avez-vous travaillé? Donc, sur Croquis. Très bien. Question-réponse. Est-ce que tous les lots, je prends la question de Athens ID, est-ce que tous les lots étaient concernés par la démarche BIM pour l'exécution? Et le cas échéant, est-ce qu'un accompagnement particulier a été prévu pour les entreprises novices? Je vais quitter l'écran de contrôle en vous remerciant déjà pour cette présentation. Et puis, comme ça, on vous verra intervenir à l'écran. Alors, tous les lots n'étaient pas concernés par la démarche BIM, notamment le lot fluides médicaux, et c'est Rabot du Tilleul qui a pris en compte pour Air Liquide, qui faisait les fluides médicaux, l'intégration de ces études dans le BIM. Donc oui, au final, tous les lots ont été concernés par le BIM, et c'est, on va dire, la maîtrise d'œuvre, puisque c'était Rabot du Tilleul qui était maîtrise d'œuvre aussi, qui a intégré les novices. D'accord. Merci Eric. Alors, une question de Fabrice. On a parlé un peu des logiciels tout à l'heure, mais sa question, c'est sur les maquettes, avez-vous utilisé le même logiciel d'exploitation ou pas? Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre les cyberattaques? Donc, 2 questions en une. Est-ce que le BIM, finalement, et ses solutions en mode SaaS, cloud, etc., vous exposent à plus de cyberattaques? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus aujourd'hui? Mais d'abord, il y avait une première question. Est-ce que vous avez utilisé le même logiciel? Oui, tout le monde était sur Revit en fait. Tout le monde avait Revit. Donc voilà, on n'a pas eu de problème d'IFC ou de choses comme ça. Le fait d'être tous sur Revit simplifie grandement les choses. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste vous approcher, Rémi, vous approcher un tout petit peu de votre micro? C'est un peu lointain. Je vais parler plus fort. Merci. Non, je disais qu'on était tous sur Revit de toute façon. Donc, on n'a pas eu de souci d'IFC ou de compatibilité puisque tout le monde avait le même logiciel. D'accord. Et la Alors, même du coup, version. est-ce que le fait de tous travailler sur une même plateforme, d'échanger des données, d'interagir, etc., est-ce que ça expose
à plus de risques de cyberattaque? Je ne sais pas si vous avez des questions, enfin des réponses à ces questions-là, hein, qui sont un peu spécifiques. Pas nécessairement, parce que là, en fait, on n'était pas dans ce qu'on appelle du full BIM, c'est-à-dire que les maquettes, chacun avait sa maquette chez lui, sur son propre serveur, et tout était déposé sur une GED. Donc, on n'avait pas, c'était pas une maquette centrale pour tout le monde sur un serveur distant. Donc là, on n'avait pas de, à part les problèmes de cyberattaque que peut avoir une entreprise tous les jours, on n'a pas eu à traiter le problème spécialement. Et en général, pour avoir fait une autre affaire où on a fait justement avec maquette centrale, en général, on prend, c'est un prestataire qui s'occupe de la gestion. Sur cette autre affaire, c'était Autodesk qui fournissait le serveur. C'est eux qui s'occupent de gérer les problèmes de cyberattaque, en fait. Tout ce qui est sécurité informatique. D'accord. Une compétence vraiment spécifique, donc on se fait accompagner là-dessus. Une question que j'aime bien, une question de Didier. Qu'appelez-vous faire du BIM? Parce que moi-même, c'est dans mon jargon maintenant, mais on dit toujours faire du BIM. Alors, finalement, à question simple, réponse compliquée ou pas? Non, et là, je ne sais pas qui… Oui? On peut faire simple. C'est-à-dire? Pour moi, faire du BIM, c'est la création d'une maquette, donc du matériel, qu'on intègre sur un support architectural et avec un processus d'échange et d'information. Et éventuellement des bases de données complémentaires. Mais le BIM, c'est ça. C'est à la différence du traditionnel qui était sur AutoCAD. D'accord. Alors, pour ceux qui sont sur AutoCAD, c'est à l'époque, on avait plusieurs calques transparents et chacun met sa sauce et on met tous les calques les uns sur les autres. Sauf qu'en plus, là, on a des données et des informations informatiques. Très bien. Est-ce que, alors, on a répondu en partie à cette question, mais c'est un peu plus précis. Est-ce que vous avez utilisé d'autres logiciels en lien avec Revit? Donc, Benoît, tout à l'heure, Caneco, hein, vous l'évoquiez, sur les calculs d'éclairement, de conception des tableaux divisionnaires, des plugins de fabricants, etc. Dialux pour les calculs d'éclairement. Oui. Et pour les tableaux divisionnaires avec Caneco. D'accord. Mais ce n'était pas directement intégré à Revit, par contre. Hein. Ce sont des logiciels qui sont venus soit s'alimenter, soit venir alimenter Revit, mais annexes. En lien avec Revit, mais pas intégré. Voilà, c'est ça. Donc après, on a eu aussi c'est le fameux logiciel qui était censé faciliter la transition de Dialux vers Revit. Donc Benoît parlait tout à l'heure qu'on ne va pas donner le nom parce que voilà, sinon on va se fâcher. Voilà. Mais voilà, on avait pris justement quelqu'un qui nous avait proposé justement un logiciel avec son plugin qui permettait de facilement passer de Dialux à Revit. Et il s'est trouvé que non seulement c'était pas si facile et pas vraiment, ça nous a fait gagner pas gagner de temps du tout en fait, hein, parce que c'est mal fait. Et puis au final, c'est cher et on a vu à la fin, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. Donc voilà. D'accord. Alors Atem, d'accord. Alors Atem qui nous repose une nouvelle question, enfin qui nous alerte. Hein, on peut avoir tendance, quand on en parle, à confondre charte et convention BIM. On le disait tout à l'heure, c'est important que tout le monde ait le même langage pour bien collaborer autour d'un projet BIM. Ça arrive souvent qu'on confonde entre charte et convention et vraiment en 20 secondes, si on devait résumer ce qu'est une charte et ce qu'est une convention, qui se lance? Bon, c'est vrai que c'est encore une interprétation. Là, je ne sais pas qui parle là-dessus. C'est sûr que par exemple, on a un document que vous avez dû avoir qui est de building de Megaconstruct, qui est comment rédiger une convention en BIM. Bon, ok. Il y a plein de choses qui sont indiquées avec le processus BIM et tout ce qui va bien. Dans la charte, c'est plus un cadre précis pour le chantier qui est plus cadré. Tandis que la convention, on va dire que c'est plus des généralités, des définitions d'informations, ce qu'on attend, des attributs, des jalons BIM, ce genre de choses. Et la charte, c'est plus pour le chantier attendu. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Sachant que nous, on ne s'est pas trop posé la question dans le cadre de l'hôpital de Mont-d'Or, puisqu'on avait une charte BIM de 13 pages et on n'avait pas de convention BIM du tout. Donc, comme ça, voilà.
Ça a été D'accord. Donc, fait au fur et à OK. mesure, alors qu'on aurait dû l'avoir avant pour que tout le monde gagne du temps. Voilà. Ouais. Donc, si on résume, finalement, la convention, c'est un peu la Bible des principes d'application Voilà. du BIM chez un acteur sur un territoire, etc. Voilà, par exemple, une communauté d'agglomération, on va dire, on a notre convention, notre politique et notre stratégie BIM, et chaque opération ensuite va faire l'objet d'une charte spécifique qui va préciser des modalités d'application du BIM spécifiquement pour ce projet, c'est ça? Voilà, exactement. Et aussi les niveaux de représentation, le niveau de détail, Ouais. et ce sera plutôt indiqué dans la charte. Alors, une question justement, on parlait du maître d'ouvrage. Est-ce que la maquette BIM, est-ce que les données, hein, on parle beaucoup de la maquette, mais c'est aussi des données, hein, Julien insistait sur ce point en introduction, est-ce que cette maquette, les données associées va évoluer, vont être nourries encore et vont être utilisées demain par le maître d'ouvrage pour l'exploitation, pour la maintenance? Ou est-ce que cette maquette qui a servi à l'exécution, ça va s'arrêter là? Je crains, je ne sais pas, mais en tout cas, on a rendu la maquette avec les DOE avec, à jour. Je ne sais pas, c'est à Eric de nous dire, mais là. Alors là, pour le moment, elle ne sera pas intégrée dans un logiciel déjà de GMAO. Hein, donc, il en est. Enfin bon, ce n'est pas d'actualité pour la PHP. Et après, est-ce qu'elle va être utilisée pour l'exploitation? Je ne pense pas non plus. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir peut-être pour localiser des équipements, mais au final, une fois que les exploitants auront pris possession vraiment des locaux, ce sera une exploitation classique et la maquette, j'ai peur qu'après, elle ne soit plus mise à jour avec de futurs travaux qui viendront nécessairement dans cet établissement. D'accord. Mais parce que les gens ne sont pas formés, en fait. Je passe un peu rapidement. Alors, quelques conseils ou quelques éclairages qui nous ont donnés par Luc Coutan sur pour qui un cahier des charges, pour qui une convention, la 3D, la 4D. Je vous laisse le soin de consulter tout ça. Et merci pour ces précisions. Et merci Fabrice aussi pour non pas des questions, mais des précisions et des apports de compréhension. Est-ce que vous avez utilisé… Il nous reste 5 minutes jusqu'à la conclusion. D'accord. Donc, je vous propose de prendre encore une ou deux questions. Et si vous envoyez, je vous laisse le soin aussi de parcourir le chat, Eric et Benoît, pour m'indiquer si, parmi ces questions, il y en a une ou deux qui vous semblent particulièrement intéressantes à aborder. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein, évidemment. Là, par exemple, est-ce que vous avez utilisé FBIM? C'est juste une question sur un outil. FBIM pour la visualisation des maquettes numériques. Je laisse répondre vous avez eu Rémi. besoin de… non, parce qu'en fait, non, pour notre cas à nous, parce que nous, on avait Revit, donc on n'avait pas le sujet, mais je ne pense pas que les acteurs, il y ait eu des acteurs particuliers qui aient utilisé FBIM en particulier. Parce que tout le monde était équipé de Revit, tout le monde ouvrait Revit pour voir la maquette. Après, on n'a pas eu d'intervenants qui n'avaient pas Revit. Alors effectivement, c'est peut-être un sujet à creuser pour que les gens ne soient pas obligés essentiellement d'avoir ne serait-ce qu'un logiciel qui est quand même hors de prix pour juste regarder la maquette. Je pense que, oui, en tout cas, il y a des gens qui devront s'équiper au moins ou des BIM ou d'un autre. Hein. Il y en a plusieurs des visualisateurs de maquettes. Et donc, on ne peut pas tous avoir Revit. Voilà, parce que pour juste regarder une maquette, c'est très cher. D'accord. Ce n'est pas l'utilisation principale d'un logiciel comme ça. Très bien. Merci Didier pour cette réponse un peu plus formalisée à la question du c'est quoi le BIM, donc finalement la définition issue de la norme 19650, de la norme ISO qui concerne le BIM, qui apporte une définition du BIM. Merci. Une dernière question. Alors, allez, je vais poser les deux en même temps et je vais vous demander de vous positionner sur l'une ou l'autre. Les informations fournies dans le DOE ont-elles été mises à disposition à l'exploitant? Alors, oui. La 7D, je ne sais pas de quoi il s'agit moi personnellement, mais oui. Et d'accord. Et donc, ces informations, vous ne savez pas encore aujourd'hui ce qu'ils vont en faire? Exploiter. Mais ces données, c'est à eux de faire ce qu'il faut derrière. Mais comme l'a dit Eric,
on leur a donné les dernières maquettes, tous les éléments pour pouvoir les utiliser. Comme s'ils ont quelqu'un pour les exploiter, bah, ils les exploiteront, j'espère. D'accord. Et puis pour répondre aux dernières questions, une comme toute la dernière question de question Julien à la fin, ouais. Bien sûr que les monteurs, ils ont travaillé sur des plans papier. Je l'ai même dit à un moment que sur les plans papier, on intégrait des 3D pour sensibiliser les monteurs à certaines options qui avaient été rappelées dans l'étude. Et bien sûr, ils travaillent avec des plans papier. Et oui, on envisage d'évoluer sur la pratique, mais ça passe par de la formation. Il faut former les équipes d'exécution. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On arrive à la conclusion de Rex. Très intéressant. Merci beaucoup pour votre préparation qui s'est faite dans un délai un peu record. Donc, merci beaucoup d'avoir préparé ce Rex et d'avoir proposé votre témoignage aujourd'hui. Je vais maintenant… donc, merci Benoît Géhin. Merci Éric Moisan. Et puis, merci aussi aux équipes de Phaseo qui étaient aussi en coulisses, en appui pour répondre aux questions. Je vais maintenant passer la parole à Julien Garnier. Julien, rebonjour. Rebonjour. Alors, Vous m'entendez Julien, bien? oui, je vous ai présenté en introduction en tant que représentant de Sinov Île-de-France, mais vous êtes aussi et avant tout un expert. Donc, présentez-vous rapidement quand même. Et puis, au-delà après de votre cœur de métier, partagez-nous votre retour d'expérience. C'est Sinov Île-de-France qui nous accueille aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis administrateur de Sinov Île-de-France et je tiens à remercier Benoît pour sa participation parce que c'est un de nos adhérents et on a des entreprises dynamiques et innovantes sur le territoire de l'Île-de-France, qui est un territoire porteur. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai travaillé chez Satellec pendant pas loin de 10 ans au bureau d'études d'exécution. Et j'ai fait beaucoup de plans papier, beaucoup de plans AutoCAD, beaucoup de synthèse, beaucoup d'échanges avec les équipes de terrain aussi sur les principes qu'on dessinait de cheminement, ce qu'on avait imaginé, beaucoup de réservations en trop ou de réservations oubliées, beaucoup de clashs sur le chantier avec les différents lots fluides. Et là, je pense que le BIM, on a effectivement, on voit qu'on a une extraordinaire opportunité de collaboration et de coordination en amont de la réalisation, et donc d'optimisation financière et un gain autant de temps que d'énergie, que de matière et une certaine efficacité sur le chantier. Alors effectivement, j'ai posé la question de la suite des opérations parce que, comme Benoît l'a dit, on dessine parfois des détails d'exécution qui permettent de comprendre ce que le BE a imaginé, parce que c'est toujours facile de faire un plan, de dessiner un trait sur un plan, tirer un chemin de câble dans des circulations encombrées avec… tout ce que ça implique, c'est beaucoup moins facile. Donc ça, c'est un reproche qu'on fait au BE assez régulièrement entre équipes de terrain et BE. Et là, on voit tout l'intérêt du BIM et de la maquette et de la collaboration avec Rabot du Tilleul également. Je pense que c'était le mandataire du groupement. Donc voilà, pour moi, la conclusion que j'en fais. Et il est vrai que, alors c'était un processus collaboratif, néanmoins, la maquette centrale présente aussi un intérêt en termes d'échange. Là, vous aviez une compilation de maquettes, une superposition, un envoi qui sont, je pense, assez pénibles et fastidieux. Tout le monde doit courir pour faire son rendu par spécialité. On doit compiler. Il y a toujours des bugs du vendredi. On n'arrive pas à pousser le fichier chez le maître d'ouvrage pour la synthèse de la semaine suivante. Donc, je trouve que c'est un bon retour d'expérience parce qu'on est à une certaine étape du BIM. Et on peut encore aller plus loin, et on va encore aller plus loin, j'en suis convaincu. Et néanmoins aussi avec des outils sur le chantier qui permettront, avec de la formation, de l'accompagnement et du temps, de bénéficier de cette valeur ajoutée à la réalisation sur place. Donc, voilà un peu ma conclusion. Et je suis très content d'avoir eu cette première étape en Île-de-France avec Phaseo et Satellec. Ouais. Alors justement, oui, première étape, puisque 2 prochains rendez-vous, toujours organisés par Île-de-France. Donc, un Rex BIM Zoom le 25 mars à la même heure. Et le 1er avril également, une 3e étape Île-de-France du Rex BIM sur Zoom. Vous pouvez retrouver plein d'informations sur le Rex BIM Tour qui existe depuis 3 ans maintenant sur le site rexbimtour.fr. Vous y retrouverez des contenus et témoignages vidéo de toutes les étapes
il y a un gros travail de communication et aussi de matière pour capitaliser sur tous ces retours d'expérience qui est fait par la Fédération Sinov. Vous y retrouverez toutes les dates validées du programme de 2021. Et au fur et à mesure, dans ces programmes, vous verrez qui intervient, quelles sont les opérations présentées. Est consultable également en ligne un REX, du REX, comme le dit la Fédération. C'est finalement un recueil que la Fédération fait chaque année, après une année de Tour de France du BIM finalement, un vrai recueil très qualitatif avec du témoignage, de la présentation de quasiment toutes les opérations qui ont été présentées en BIM. Voilà, donc rendez-vous à toutes et à tous le 25 mars avril. D'autres dates sont à venir. Nous vous en informerons. Et si je peux me permettre, ce qui serait sympa peut-être avant qu'on se quitte, c'est que tout le monde active sa caméra pour qu'on se fasse un bonjour et un coucou collectif. J'en profite pour saluer Emmanuel Di Giacomo, qui fait partie des partenaires du Rex BIM Tour. Donc voilà, activez tous vos caméras, s'il vous plaît. On n'en a plus que pour 30 secondes, histoire de garder un souvenir de cette étape Île-de-France. OK, allez, j'attends encore 10 petites secondes. Je salue Idriss Katrada qui était intervenu sur une des étapes à Nantes, je crois, si je ne m'abuse. Bien. Merci à tous, merci à toutes. Rendez-vous à bientôt pour les prochaines étapes du Rex BIM Tour. À chaque fois, les Rex sont différents, les projets sont différents, les intervenants apportent leur richesse. Donc, il n'y a pas deux Rex qui se ressemblent. Voilà, ça sera mon dernier mot pour ce soir. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes et à la prochaine.